Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette remise du prix Harmonie Mutuelle Alzheimer. C'est le 11e du nom. Nous sommes aujourd'hui en direct de l'hôpital Sainte-Marie Paris, dans le 14e arrondissement, hôpital dont on va vous parler dans quelques instants. Et dans quelques instants également, nous allons accueillir le lauréat de cette année qui va nous expliquer ce qui lui vaut de recevoir cette distinction aujourd'hui. Avant de vous présenter les gens qui sont autour de moi, sachez que vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez pendant que l'on discute. Vous pouvez le faire via Facebook et on va réserver un temps après cette discussion pour essayer d'y répondre de la façon la plus complète possible. Alors n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Auparavant, donc petit tour de table avec les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. À ma droite, docteur Florence Bonté, bonjour. Bonjour. Vous êtes gériatre à l'hôpital Sainte-Marie. Stéphane Junique, vous êtes le président d'Harmonie Mutuelle et vice-président du groupe Vive. Vous êtes évidemment largement associé à ce prix et vous allez nous expliquer pourquoi et comment dans quelques minutes. Dominique Le Tourneau, également avec nous, bonjour. Vous êtes le président du directoire de la Fondation de l'Avenir et puis le gagnant de cette année. Bonjour. Bonjour. Pierre-Yves Jeunin, félicitations. On verra ce qui vous vaut de gagner ce prix. Tout à l'heure, je peux dire que vous êtes psychologue au CHU de Rennes. Pour commencer, eh bien, je vais me tourner vers vous, Florence Bonté. Vous êtes notre hôte du jour, puisqu'on se situe dans les locaux de cet hôpital Sainte-Marie Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on est réunis ici aujourd'hui pour la remise de ce prix ? Alors, j'enlève le masque. Voilà. Donc, un grand merci pour avoir choisi l'hôpital Sainte-Marie pour remettre ce prix. Et alors, pourquoi Sainte-Marie ? Parce que l'hôpital Sainte-Marie est un hôpital de soins de suite et réadaptation qui accueille différents types d'activités avec de la gériatrie, de la médecine physique et réadaptation et de la déficience sensorielle. Et au sein de ces structures, un hôpital de jour de rééducation et réadaptation qui porte le nom de Mémoire et Fragilité et qui accueille des patients atteints de maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées à des stades légers à modérés pour différentes interventions non médicamenteuses qui sont élaborées après un travail pluridisciplinaire de l'équipe. Hôpital de jour que vous dirigez, je crois, depuis à peu près une quinzaine d'années, c'est ça ? À peu près. Avant de revenir justement aux spécificités de ce service, peut-être un mot sur la maladie d'Alzheimer, une maladie dont évidemment tout le monde a entendu parler, mais qu'on connaît finalement assez mal et qu'on a tendance parfois à confondre avec d'autres maladies. Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative. Alors, ce terme a tendance à ne pas être très apprécié par le grand public. Donc, aujourd'hui, on parle de neuroévolutive. Enfin, bon, on change la sémantique, mais le problème de fond reste le même. La maladie reste la même. Voilà, la maladie reste la même. C'est une maladie neurologique qui atteint donc un certain nombre de régions du cerveau de manière lente et progressive et qui est caractérisée par des troubles de la mémoire. En général, les troubles de la mémoire sont inauguraux. C'est vraiment les premiers symptômes qui sont repérés et qui amènent donc les personnes au diagnostic et sont associés des troubles du langage, des troubles du raisonnement, du jugement, de la gestuelle, de la reconnaissance, qui entraîne assez rapidement dans l'évolution un déclin de l'autonomie des personnes et qui les met en grande difficulté, les handicaps au quotidien nécessitant l'intervention d'aidants, d'aide à domicile et de la rééducation, de la réadaptation afin d'essayer de préserver leur autonomie le plus longtemps possible. Et parfois, cette maladie, on la confond avec d'autres. Alors, elle peut être confondue, confondue, je ne sais pas si le terme est tout à fait le bon, mais il peut y avoir effectivement on va dire des errances un peu diagnostiques, avec notamment les dépressions, puisque quelquefois la dépression peut se manifester par des troubles de la mémoire. Et puis, chez les personnes âgées, la perte de mémoire peut être un petit peu banalisée et considérée à tort comme étant un symptôme normal pour l'âge.
ce qui est malheureusement trop souvent le cas et amène les personnes à arriver tard au diagnostic, alors que la perte de mémoire n'est pas du tout normale avec l'avancée en âge. Et on reviendra un peu plus tard au cours de cette discussion sur l'importance de la prévention. Un mot de cet hôpital de jour donc, que vous dirigez, Florence Bonté. Évidemment, comme son nom l'indique, il s'adresse à des personnes qui vivent à leur domicile. Comment les aidez-vous? Comment les accompagnez-vous? Qu'est-ce qu'ils trouvent ici, sachant qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicaments pour soigner la maladie d'Alzheimer? Alors cet hôpital de jour, il est caractérisé par des interventions non médicamenteuses. Donc les patients sont adressés par des consultations mémoire, des centres mémoire et des praticiens libéraux, parfois également, qui sont neurologues, psychiatres ou gériatres, qui découvrent ou qui suivent les patients depuis un certain temps et pour lesquels une évaluation pluridisciplinaire est nécessaire avec l'idée de préserver donc cette autonomie, de valoriser les capacités encore préservées des patients et aider les aidants qui sont extrêmement sollicités et parfois très démunis dans l'accompagnement de leurs proches malades. Voilà, donc ça, ce sont les grandes missions. Le parcours du patient dans cette unité est assez standardisé puisque une évaluation des besoins va être réalisée par l'équipe dans un premier temps, puis un projet de rééducation qui va durer entre 3 et 6 mois. Et les interventions ensuite sont programmées. Le patient donc peut avoir des interventions centrées sur l'autonomie, sur le soutien psychologique. Et notre particularité est que nous avons aussi une large place pour des interventions culturelles et artistiques avec art-thérapie, musicothérapie. Et de qui a une vraie valeur ajoutée dans ce... qui sont vraiment un petit peu notre image de marque, je dirais, sur le panel de l'offre de soins, avec ces interventions, si vous voulez, sont aussi très sont indiquées dans la lutte contre l'anxiété, contre l'isolement, et vont permettre de revaloriser, de resocialiser les patients de manière assez intéressante et pertinente. Elles nous permettent aussi d'associer des sorties à l'extérieur avec des partenariats avec les musées, avec certaines entreprises, pour proposer aux patients qui seraient un petit peu récalcitrants à venir à l'hôpital des modèles avec un point de départ à l'extérieur qui les amènera ensuite à accepter plus facilement le soin et tout le panel de soins qu'on peut offrir sur place. Vous l'avez dit, hein, le but c'est de garder la sociabilisation et la sociabilité des patients qui rentrent donc chez eux le soir. Comment on fait pour s'assurer qu'il y a une continuité dans les soins, continuité qui, j'imagine, est indispensable? Alors l'intérêt de cette structure, c'est aussi évidemment de tisser des liens avec des aides à domicile, avec le médecin traitant, avec tous les intervenants qui vont ensuite également être proposés, puisque dans notre schéma de soins, on va faire des préconisations pour la sortie du patient, avec en général un relais vers des structures de type accueil de jour, donc, qui sont plutôt dans le secteur médico-social, avec la participation d'orthophonistes, de kinésithérapeutes, donc d'intervenants libéraux, et également des associations de famille, notamment France Alzheimer, des associations également d'aidants. Enfin voilà, il y a pas mal de ressources. Il y a également des associations qui proposent des activités, donc notamment des sorties au musée, et un certain nombre de structures qui sont nées du plan Alzheimer qui permettent aux aidants de trouver du soutien et quelques ressources. Le problème des aidants qui est un vrai sujet aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup Florence Bonté, je vous laisse remettre votre masque. Stéphane Junique, je vais me tourner vers vous. Vous êtes donc le président d'Harmonie Mutuelle et le vice-président du groupe Vive. Le prix que Pierre-Yves Jeunin reçoit aujourd'hui porte donc le nom de votre mutuelle. Est-ce que d'abord vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce prix, sur sa philosophie ? Tout d'abord, Florence Bonté l'a souligné, c'est un vrai défi de santé publique.
C'est un vrai défi pour les équipes médicales, les équipes médico-sociales et sociales. C'est 900 000 personnes qui en France sont concernées. Et quand on regarde les effets, les conséquences auprès de l'entourage, ce sont des millions de personnes qui sont concernées par cette maladie. Et quand on est la première mutuelle santé de France, qu'on protège 4,8 millions de Français, on a une responsabilité pour, au fond, prendre toute notre part dans la manière dont on peut accompagner les personnes qui sont concernées par cette maladie. Bien sûr, en remboursant des soins qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, mais aussi... Lesquels, par exemple ? Vous avez aujourd'hui un certain nombre de matériels en matière médicale, en matière d'accompagnement, qui ne sont pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse jouer un rôle pour faire en sorte que les restes à charge restent les moins lourds possibles, mais c'est aussi être un acteur de prévention, être un acteur de soins et de proximité. Nous sommes aujourd'hui à l'hôpital Sainte-Marie. C'est un hôpital qui est cher pour moi, puisqu'il fait partie de notre réseau d'Harmonie et du groupe Vive. Il est parmi les 1300 établissements de soins et de services qui sont aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et parmi ces 1300 établissements de soins et de services, nous en avons une quarantaine qui sont dédiés spécifiquement sur la maladie d'Alzheimer. Et puis c'est aussi être dans l'accompagnement et le service, vous l'avez souligné, dans ce couple aidant-aidé, pour faire en sorte au fond que la vie elle soit beaucoup plus facile. Bref, on a une responsabilité parce que la communauté d'adhérents qui est la nôtre, c'est une mini-France. Et donc quand il y a un problème de santé publique qui se pose, ça nous concerne en premier chef. Et puis le deuxième élément, et Florence Bonté l'a souligné, c'est aujourd'hui une maladie qui est atypique. Parce qu'au fond, il n'y a pas de traitement. On joue beaucoup sur l'accompagnement, sur le service, sur la mobilisation des différents acteurs qui peuvent être dans une chaîne de prise en charge. Mais on a besoin de recherche. Et je pense que la responsabilité qui est la nôtre, alors modestement, mais c'est de faire en sorte d'apporter notre contribution pour que la recherche elle soit la plus forte possible. C'est la vocation de ce prix. Ah oui, parce que la recherche d'aujourd'hui, c'est la santé de demain. Et par conséquent, ce qui est important, c'est que l'ensemble des acteurs, les professionnels de santé, les représentants des usagers, mais aussi les mutualistes, aux côtés des chercheurs, on puisse apporter notre contribution pour que, au fond, cette maladie, demain, elle puisse trouver un débouché en matière thérapeutique. Alors, si on essaie de se projeter dans la séquence d'actualité dans laquelle on se trouve, est-ce que ce prix prend une nouvelle dimension cette année, après, évidemment, le confinement que l'on a connu au printemps, la crise sanitaire que l'on continue à vivre, c'est pour ça que nous sommes tous en partie masqués aujourd'hui, et avec le projet de loi sur le grand âge et sur l'autonomie qui est en discussion actuellement? Oui, on a beaucoup d'espoir dans cette loi et dans ce projet de loi. D'abord parce qu'il est attendu depuis de très très nombreuses années. Il ne répondra pas spécifiquement au sujet de la prise en charge des patients atteints d'Alzheimer, mais sur ce défi de l'autonomie, ce n'est pas simplement un sujet lié au vieillissement, mais c'est Alzheimer, une maladie qui concerne également des moins de 60 ans. Il faut en avoir conscience. Ce n'est pas simplement, même si l'incidence de cette maladie est beaucoup plus importante chez les personnes et les populations âgées, ça concerne beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans des âges moins avancés. Et par conséquent, le sujet de l'autonomie dans notre société, il est extrêmement important. On a des choses à bousculer, que ce soit dans la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, que ce soit dans le décloisonnement des secteurs. Le secteur sanitaire est encore trop cloisonné. Il faut qu'il discute avec il faut qu'il discute avec la médecine de ville, il faut qu'il discute avec les établissements médico-sociaux. Et de ce point de vue, l'expérience de l'équipe de Florence Bonté était excellente, permet justement de démontrer que des décloisonnements sont possibles. Mais le sujet, c'est aussi de faire en sorte qu'on s'inscrive dans des parcours qui soient des parcours de vie, c'est-à-dire des personnes qui veulent rester chez elles, qu'elles puissent être accompagnées, que ce couple aidant-aidé, on puisse le soutenir, et à un moment donné, quand c'est plus possible de rester chez soi, de donner la liberté de dire à la personne, on vous offre un parcours dans un lieu qui est un lieu spécialisé dans lequel vous serez bien pris en charge. Et je pense que cette loi, elle aura au moins une vertu, c'est de nous interroger chacun à notre place sur comment est-ce qu'on peut être utile et contribuer. Mais j'oublie pas, donc on va avoir là toute une concertation autour du LAROC de l'autonomie qui va être lancée par le ministre de la Santé. Mais j'oublie pas également qu'il y a un autre texte de loi qui est, je pense, pour le sujet qui nous concerne extrêmement important, c'est la loi de programmation sur la recherche. Et je veux le souligner parce que je pense que notre recherche est encore pas suffisamment musclée
qu'elle est encore fragile, et tout le travail qui est fait notamment par des équipes comme celle du lauréat que nous primons aujourd'hui, il mérite d'être soutenu. Bien sûr par l'État, par de l'argent public, mais également par cette coalition d'acteurs qui peuvent être utiles pour renforcer la recherche et au final répondre à cet objectif d'une meilleure prise en charge des malades. Alors justement, il y a un chercheur qui va être aidé aujourd'hui grâce au prix que vous lui avez remis, c'est Pierre-Yves Jaunin, sans dévoiler, parce qu'on va le faire avec lui tout à l'heure, pourquoi il a reçu ce prix. Peut-être pourquoi vous l'avez choisi. Lui, il va nous dire ce qu'il fait, mais pourquoi vous avez choisi ce projet-là? D'abord, je veux rappeler qu'en termes de méthodologie, c'est pas Harmonie qui choisit dans son coin. Il y a tout un travail qui est mené par la Fondation de l'Avenir, avec qui on travaille depuis maintenant plus de 10 ans. On peut peut-être rappeler comment ça se passe d'ailleurs. Oui, et puis Dominique le soulignera, il y a un vrai conseil scientifique qui regarde chacun des projets qui sont déposés. Et donc, on soumet à Harmonie Mutuelle, après un examen scientifique et méthodologique extrêmement solide, 3 projets sur lesquels la mutuelle, de par sa sensibilité, a envie de dire cette année, j'ai davantage envie d'accentuer. Parce que c'est vrai, en fonction des équipes, on a soit des projets qui sont tournés vers une prise en charge pour préparer les traitements de demain. On a eu la chance de soutenir des équipes qui étaient davantage sur les enjeux de prévention. Et là, le projet qui est celui de l'équipe du docteur Jaunin était d'une grande originalité, puisque bien sûr, ça permet d'avoir une meilleure connaissance sur les enjeux de la mémoire, une meilleure connaissance sur comment fonctionne le cerveau. C'est quand même un organe un peu particulier, quoi. Donc c'est pour nous extrêmement précieux, avec un vaste champ inconnu. Ouais. Et on a trouvé que c'était un sujet un projet extrêmement original, parce qu'il faisait appel à, alors je ne sais pas comment on le qualifie, mais à cette mémoire qui est la mémoire du souvenir, qui est la mémoire des circonstances. Et on a été intéressé pour que cette équipe elle aille plus loin, pour voir comment c'était un déterminant qui pouvait être majeur pour détecter, pour prévenir et pour davantage accompagner. Un dernier mot, on peut dire ce qu'il a gagné ou pas? Oui, bien sûr. Il a gagné un peu de sous. Et puis, il a surtout gagné, je pense, à travers ce prix, parce que c'est une fondation. C'est la seule fondation mutualiste de recherche médicale dans notre pays. C'est aussi, je pense, une notoriété. C'est-à-dire que quand on a ce prix, c'est une reconnaissance dans la communauté. Et donc, on est très, très fiers de la remettre au docteur Jaunin et à son équipe. Merci beaucoup, Stéphane Junique. Dominique Le Tourneau, vous êtes le président du directoire donc, de la Fondation pour l'Avenir. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le 11e prix Harmonie Mutuelle Alzheimer. C'était quoi l'idée de départ? Première question. Et deuxième question, c'est plutôt une affirmation. J'imagine que vous êtes plutôt fier que l'on en soit au 11e du genre et que, finalement, ce prix s'inscrive dans la durée. C'est la philosophie de la Fondation de l'Avenir. C'est-à-dire, justement, de ne pas faire des coups. On a trop souvent dans le paysage médiatique, et la recherche n'y échappe pas, tout d'un coup, quelque chose qui émerge. On fait beaucoup, excusez-moi du terme très à la mode, de buzz, et après, on passe à autre chose. Et on fait un travail... On parle pas de beaucoup de professeurs qu'on a vus à la télé ces derniers temps. Je parle de personne. Non, okay. Surtout pas. On a fait un travail, nous, d'inscription dans la durée. Il est peut-être moins visible au départ, mais il s'inscrit sur 2 éléments. Le premier, c'est l'engagement mutualiste. La Fondation a été créée il y a 33 ans par la mutualité, dans une relation étroite entre des décideurs mutualistes et du corps médical. Ce n'est pas aussi évident que ça. La deuxième chose, c'est que l'engagement mutualiste auprès de la Fondation, il est aussi dans la durée. C'est vrai que je suis extrêmement fier quand, depuis maintenant, pour la 11e fois, cher Stéphane, nous remettons ce prix. Et c'est aussi extrêmement intéressant, quand on fait le tour des lauréats, c'est de regarder la diversité géographique, la diversité institutionnelle, et puis les grandes thématiques. Alors, elles tournent toujours autour un peu de la même chose, mais c'est la matière qui veut ça. Détecter précocement, mieux comprendre ce dont il s'agit, comme l'évoquait tout à l'heure Stéphane Junique, avoir des perspectives thérapeutiques nouvelles, compte tenu effectivement de l'incertitude dont nous avons, et puis après, permettre surtout aux équipes de franchir un palier. Je ne suis pas sûr que la Fondation de l'Avenir ait une reconnaissance grand public, mais je suis intimement persuadé qu'elle a une reconnaissance scientifique. Et on permet de franchir un palier aux équipes. Et ce qui est très intéressant aussi, si j'ai bien compris le fonctionnement, c'est que ce prix, il sert à mettre en avant un aspect de la recherche qu'on n'a pas tout le temps, c'est que la recherche ne soit pas hors sol, mais que la recherche médicale, elle soit appliquée, qu'elle bénéficie directement aux patients, mais aussi à l'entourage des patients. Et Florence Bonté l'a dit tout à l'heure, à quel point les aidants, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, étaient un vrai sujet. Vous avez parfaitement raison. Le nom exact, c'est Fondation de l'Avenir pour la recherche médicale appliquée. Le A est extrêmement important. Alors quand la Fondation a été créée il y a 33 ans, je ne vais pas ouvrir des débats, ce n'est pas le lieu, ça embêtait tout le monde. Pour nous, l'appliquer, c'est que
les professionnels, je dis bien les professionnels, dans la diversité des professionnels, sanitaires et médico-sociaux, acteurs institutionnels et acteurs de ville. Le patient et aussi son entourage, c'est-à-dire l'ensemble de l'écosystème soit partie prenante. Et les plus grosses satisfactions que nous pouvons avoir, mais ça correspond bien effectivement à notre matrice mutualiste, c'est de pouvoir accompagner des équipes qui ont ce souci-là. Et dans le projet dont on va parler, il y a cette attention extrêmement forte. Avant de parler du projet avec Pierre-Yves Jeunin, peut-être une dernière chose. Ce prix, il sert aussi, alors vous dites la Fondation elle n'a pas une vocation grand public, mais quand même, elle sert quand même un peu à faire quoi, de la pédagogie auprès du grand public ou pas du tout? Je pense que la Fondation, il ne faut pas faire un excès d'humilité quand même, a un vrai rôle pédagogique. Un vrai rôle pédagogique. Tout simplement parce que la recherche, ce n'est pas un schéma linéaire. Et qu'il y a des étapes à franchir. Et on a beaucoup appris sur le fait qu'à un moment donné, on voulait aller là, on a fait erreur, ça arrive la recherche. Ce n'est pas une voie de chemin de fer qui détermine à l'avance où on va arriver. On peut se tromper. L'important, c'est de savoir pourquoi on s'est trompé et de pouvoir éventuellement repartir en arrière pour aller sur une autre piste. En ayant toujours en tête, c'est peut-être le A de l'interpellation que vous m'avez faite tout à l'heure, appliquer, le patient, il est dans notre scope, il n'est pas ailleurs. Merci beaucoup, Dominique Le Tourneau. On va maintenant passer aux gagnants, aux lauréats. C'est donc vous, Pierre-Yves Jeunin. Vous êtes psychologue et docteur en neuropsychologie. Vous êtes spécialisé en neuropsychologie au CHU de Rennes. Félicitations, d'abord. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, on a beaucoup tourné autour de votre projet. C'est quoi votre projet? Qu'est-ce qui vous vaut d'être récompensé aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup à la Fondation de l'Avenir et puis à Harmonie Mutuelle. Je suis très honoré d'être lauréat de ce prix cette année. Et effectivement, c'est quelque chose qui va faciliter beaucoup de choses pour le travail qu'on peut faire dans notre équipe à Rennes. Donc je suis très heureux d'être là et très reconnaissant. Alors, le projet que l'on va mener est un projet qui finalement part du terrain, par des patients. Donc moi, je travaille dans un centre, dans un service de neurologie qui a une activité de consultation mémoire et de centre expert. Donc on reçoit des patients qui se plaignent de difficultés, par exemple de difficultés de mémoire, souvent. Et on doit, de façon pluridisciplinaire, parvenir à répondre à leurs attentes. Et la première des attentes, bien souvent, est l'attente d'un diagnostic, avec souvent le spectre de la crainte d'une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Sachant que perte de mémoire, ça ne veut pas forcément dire Alzheimer. Non, alors ça, je crois que c'est vraiment effectivement utile de le rappeler. L'immense majorité des gens qui ont 60, 70, 80, 90 ans et au-delà et qui peuvent à un moment donné consulter s'inquiétant de perte de mémoire, c'est important de rappeler que la majorité d'entre eux, évidemment, ne souffrent pas d'une maladie Alzheimer. Si c'était le cas, je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'aurait plus de système de santé dans notre pays. Donc finalement, c'est quand même assez banal de ressentir des changements dans sa mémoire en avançant dans la vie, bien sûr. Et donc, lorsque les gens ont cette plainte-là, qui va jusqu'à la consultation, eh bien, on est en fait encore aujourd'hui bien en difficulté pour dire si oui ou non il s'agit d'une maladie de type maladie d'Alzheimer. Ça, c'est pas le genre de choses que moi je fais parce que je suis pas médecin. C'est le travail du médecin qui fait ça sur la base de tout un tas d'examens, dont ce qu'on appelle le bilan neuropsychologique, qui consiste à faire connaissance avec un patient, donc un entretien clinique entre un psychologue spécialisé en neuropsychologie et un patient. Puis, lorsque le patient est d'accord, et il consent de faire toute une série de tests. Et donc ça, c'est un des éléments du diagnostic parmi d'autres. Et aujourd'hui, encore, on n'a pas de diagnostic de maladie d'Alzheimer de certitude. C'est-à-dire que c'est un diagnostic de probabilité, et donc on est toujours très embêté pour faire ce diagnostic-là avec certitude. Or, on sait que faire ce diagnostic tôt, c'est important. La première raison pour laquelle c'est important, je pense, c'est parce que dans l'immense majorité des cas, c'est quand même une attente des gens qui viennent nous voir. Donc là, je parle de patients qui viennent très tôt, qui ne sont pas en perte d'autonomie, qui sont autonomes ou quasiment autonomes. Donc la première raison pour laquelle il faut le faire tôt, c'est parce que c'est la demande des patients, souvent la demande des familles. La deuxième raison, c'est qu'on sait aujourd'hui, et depuis longtemps, que c'est une maladie qui commence dans le cerveau, des années, probablement des décennies avant que les premiers symptômes arrivent. Et que donc, lorsque les premiers symptômes arrivent, de ce point de vue strictement biologique, il est déjà très tard dans l'évolution de la maladie.
Or, ce qu'a évoqué le docteur Bonté tout à l'heure est très important, c'est-à-dire que moi je suis convaincu que l'avenir de l'accompagnement, de la prise en charge des soins qu'on doit aux patients concernés, c'est avant tout des soins du registre non médicamenteux, même s'il ne faut pas exclure la perspective de médicaments un jour. Et ces soins-là ne peuvent être qu'individualisés. Ils peuvent être réalisés que sur la base des besoins de chaque personne qui, a priori, sont différents, même si tout ça, c'est la même étiquette maladie d'Alzheimer. Donc ce qui est important, c'est de se donner les moyens d'être au plus près des difficultés de la personne. Et lorsque quelqu'un se plaint de sa mémoire, il peut vouloir dire qu'en fait, il ne trouve pas ses mots, ou il peut vouloir dire qu'il ne se rappelle plus de ce qu'il a fait la veille, ou il peut vouloir dire qu'il ne se rappelle pas du rendez-vous qu'il doit avoir après-demain. Et tout ça, ce n'est pas forcément tout à fait la même chose. Et notre projet part du constat que peut-être que quand on évalue, puisqu'il faut évaluer, lorsque les gens se plaignent, peut-être qu'on n'évalue pas complètement comme il faut, c'est-à-dire qu'on n'évalue pas de manière à refléter ce qui se passe dans la vraie vie des patients. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre mémoire vous gêne et que vous en inquiétez au point de consulter, ça veut dire que sans doute elle vous gêne dans votre vie de tous les jours, dans vos routines. Et dans vos routines quotidiennes, tout ce qui vous entoure est familier. Donc ça veut dire que ce qui vous gêne probablement, c'est de réussir à utiliser votre mémoire pour vous rappeler de choses qui sont familières. C'est ce dont se plaignent les patients. Et la manière dont on ce que je fais d'habitude sans absolument m'en rendre compte. Évidemment, tout ça c'est complètement automatique, c'est ce qui est magique. Quand tout fonctionne bien, on ne pense même pas à la machinerie incroyable qui nous permet tout ça. Et c'est ce dont se plaignent les patients. Et en fait, en consultation mémoire, dans les bilans qu'on peut faire, pour évaluer la mémoire des patients, on utilise des listes de mots, on utilise des images, des dessins qui ne sont pas familiers, dans un contexte qui n'est pas non plus familier d'ailleurs, mais on utilise du matériel qui n'est pas familier. Ça ne fait pas partie de vos routines d'apprendre une liste de mots, c'est pas vrai. Et donc on s'est dit, finalement, les gens se plaignent de difficultés à utiliser leur mémoire dans la vie de tous les jours, à propos de choses qui leur sont familières, et nous on évalue ça avec des choses qui ne leur sont pas familières. Peut-être que ça vaut le coup de se poser la question de est-ce que le fait d'être familier avec ce qu'on doit apprendre, c'est-à-dire me rappeler de ma dernière discussion avec mon voisin, de me rappeler que la personne que j'ai rencontrée au marché hier, c'était Jean-Claude et pas Jean-Pierre, etc., etc., peut-être que les connaissances que l'on a sur ce qu'on veut apprendre, peut-être que ça a un rôle, peut-être que ça a un impact. Et quand on s'est posé cette question-là, on a été surpris de constater qu'en fait ça avait un impact très très important. Et l'objet du projet, soutenu donc par la Fondation de l'Avenir et puis par ce prix aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin et de se dire que peut-être en tenant compte de ces connaissances dans la manière dont on évalue la mémoire chez les patients, on va réussir à faire deux choses. On va réussir, à mieux refléter la nature de leurs difficultés et de leurs plaintes, et par là même à détecter plus tôt, à objectiver plus tôt leurs difficultés de mémoire, et puis deux, à mettre en avant des moyens d'améliorer ou de mettre les gens en situation d'être moins handicapés par leur mémoire. Je pourrais peut-être détailler un petit peu plus tard. On va rentrer là-dedans, mais quand on parle de recherche appliquée, pour le coup, celle-là, elle est appliquée puisqu'elle part vraiment du besoin du patient. Très concrètement, essayez de nous expliquer comment vous faites pour essayer d'apporter ces preuves. Moi, je suis un patient, je viens vous voir, j'ai des problèmes de mémoire. Qu'est-ce qui va m'arriver quand je viens dans votre service ? Alors, si vous venez dans le service et que vous consentez à participer à l'étude, on va par exemple vous demander d'utiliser ce qu'on appelle la mémoire associative. Donc, me rappeler où j'ai mis mes clés, me rappeler ce que j'ai mangé avant-hier, me rappeler que j'ai un rendez-vous après-demain, ou me rappeler que mon voisin est monsieur Le Tourneau, que je n'avais jamais vu avant. Tout ça, c'est des formes de mémoire associative. C'est-à-dire que ce que je dois mettre en mémoire, c'est pas juste votre visage et votre nom, c'est aussi le lien entre les deux. Et ça, on sait que ça fait partie des choses qui sont touchées très très tôt dans la maladie d'Alzheimer. Donc si vous participez à cette étude, on va vous demander de faire des associations. Mais on va tricher un peu, c'est-à-dire qu'on va nous contrôler ce qu'on vous demande d'apprendre. Et donc par exemple, alors je ne sais pas si on peut avoir les visuels dont on parlait. Ils vont défiler, voilà. Donc par exemple, on va vous demander, je disais, tiens, est-ce que la mémoire associative, un exemple que je donnais tout à l'heure, c'était se rappeler que j'ai vu un tel au marché plutôt qu'un tel. Donc c'est se rappeler l'association entre une personne et un lieu. C'est ce qu'on va vous demander de faire. On va vous demander de retenir l'association entre un visage et puis un lieu. Dans le cas présent, ça va être un visage et un paysage. Et alors, on sait que lorsqu'on fait de la mémoire associative, c'est pas n'importe quelle région du cerveau qui est en première ligne.
On sait que les régions du cerveau les plus importantes pour faire ça, c'est ce qu'on appelle des régions du lobe temporal interne. Alors, le lobe temporal, il porte ce nom parce qu'il se situe dans le cerveau derrière les tempes, et interne, c'est parce que c'est celui qui est le plus enfoui. Et la structure, parmi toutes les structures du lobe temporal interne que l'on connaît le mieux, c'est une structure qu'on voyait tout à l'heure, on pourra peut-être revenir en arrière, c'est une structure qui était en jaune et qui s'appelle l'hippocampe. On va la revoir. On va la revoir, voilà. Et donc, elle est entourée d'autres structures qui jouent tout un rôle dans cette mémoire associative. Et ces structures sont touchées très tôt donc, dans la maladie. Et l'hippocampe, c'est la clé de la mémoire associative. Voilà, c'est ça. Le lobe temporal interne, et en particulier l'hippocampe, c'est la clé de la mémoire associative. Et donc, bon, là, ce que l'on voit sur l'illustration, c'est une autre représentation du cerveau où on devine en bas et au centre de l'image deux petites boules noires, plus grises, plus foncées. Ça, c'est ce qu'on appelle les hippocampes. D'accord. Et donc, pour revenir à ce qu'on va vous demander de faire, on va demander aux patients d'apprendre des associations, donc des associations entre un visage et un paysage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler le visage, c'est-à-dire que de temps en temps, le visage qu'on va vous demander de retenir, c'est un visage que vous ne connaissez absolument pas, que vous n'avez jamais vu, et de temps en temps, ça sera un visage qui vous est extrêmement familier. Et dans l'exemple... Comme celui d'Annie Cordy qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on a vu furtivement défiler l'image de... la voici, donc l'image d'Annie Cordy qui vient tristement de nous quitter. Donc, cette personne, Annie Cordy, vous avez tout un tas de connaissances sur elle que vous avez forgées tout au long de votre vie, parce que vous avez entendu ses chansons, entendu parler d'elle, vous l'avez vue à la télévision, vous avez peut-être assisté à un concert, etc. Vous avez des connaissances, quoi. Tandis que sur l'image d'après, lorsqu'on vous demande de mémoriser le lien entre cette personne et ce lieu, cette fois-ci, la personne qui est au centre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est une parfaite inconnue. Et donc, on a commencé à mener ce travail-là avant de construire le projet de la Fondation. Et on a été très surpris de se rendre compte que chez les personnes en bonne santé, jeunes comme âgées, le fait d'avoir des connaissances sur ce qu'on doit associer en mémoire, eh bien, ça booste énormément la mémoire. C'était de l'ordre de 30% de mémorisation supplémentaire. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est que ce boost-là, lié à ces connaissances qu'on a déjà, il était tellement important chez les personnes âgées que ça en venait à gommer les effets physiologiques, naturels, de l'âge sur la mémoire. Et lorsqu'on a voulu faire la même chose avec des patients au tout début de la maladie d'Alzheimer, on s'est aperçu de deux choses. La première, c'est qu'eux ne bénéficiaient pas du tout de ces connaissances préexistantes, c'est-à-dire que, alors que les personnes âgées en bonne santé mémorisaient d'autant mieux qu'ils avaient des connaissances, c'est-à-dire d'autant mieux que c'était Annie Cordy plutôt qu'un inconnu, eh bien les personnes atteintes de la maladie à un stade très précoce, elles, se comportaient de la même manière dans les deux cas, donc n'étaient pas aidées par le fait d'avoir des connaissances préalables. Première chose qui nous a beaucoup intéressés. Et la deuxième chose, c'est que lorsque le visage était inconnu, mais qu'avant d'avoir demandé aux gens de retenir cette association, on les avait familiarisés à ce visage qu'ils n'avaient jamais vu avant. En fait, ils s'en sortaient beaucoup mieux que si on ne les avait pas familiarisés avant. D'accord. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, ce que ça veut dire... Quelle conclusion on en tire? Voilà, alors, ce que tout ça veut dire, c'est principalement deux choses. La première, c'est que probablement, la manière dont on évalue les problèmes de mémoire des patients lorsqu'ils viennent en consultation, c'est-à-dire en utilisant du matériel qui leur est relativement peu familier et qu'on leur présente et qu'on leur représente et qu'on leur re-représente, eh bien, lorsque l'on fait ça, on se retrouve probablement un peu dans la même situation que celle que j'évoquais tout à l'heure avec une personne que l'on ne connaît pas, mais qu'on a présentée plusieurs fois avant aux malades. C'est-à-dire une situation dans laquelle, dans l'étude précédente que l'on a faite, les gens s'en sortaient plutôt pas trop mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos façons d'évaluer la mémoire actuellement, probablement, sous-estiment l'intensité des problèmes de mémoire de gens qui viennent et qui se plaignent de leur mémoire. Et c'est assez cohérent avec le fait que lorsque des connaissances sont présentes, dans l'exemple d'Annie Cordy, là, ils n'y arrivent pas du tout, ils ne bénéficient pas de cet effet-là comme les gens qui vont bien. Or, c'est de ça qu'ils se plaignent. Ils se plaignent d'avoir du mal à associer des choses en mémoire, où j'ai mis mes clés, qui j'ai rencontré hier au marché, c'est-à-dire de choses qu'ils doivent mémoriser, sur lesquelles ils ont déjà des connaissances. Donc probablement, on sous-estime leurs difficultés. Ce qu'on veut faire dans ce projet, c'est aller plus loin, c'est-à-dire vérifier si effectivement on sous-estime leurs difficultés de mémoire, d'une part, et d'autre part, mettre au point des moyens
diagnostic à travers des tests de cette nature-là, qui soient du coup très facilement applicables, très facilement diffusables, et qui aient plus de sens dans le sens où ils reflètent des difficultés ou l'absence des difficultés qui sont plus proches de la vie des gens. Ça veut dire que donc, le but, c'est de mettre au point de nouveaux types de tests pour aider les patients à travailler leur mémoire, si je schématise. C'est à peu près ça ? Alors pas tout à fait. L'idée, c'est de mettre au point des nouveaux tests qui soient utilisables en consultation pour détecter plus tôt ce dont se plaignent les gens, et donc aider mieux et plus tôt au diagnostic. Mais c'est d'autre part mettre en évidence des moyens pour faciliter la mémoire associative chez les patients. Donc, par exemple, de façon très concrète, on peut imaginer, et ça fait partie des choses qu'on va regarder, que lorsque un patient doit assister à un événement, une fête des voisins par exemple, un des handicaps liés aux pertes de mémoire, c'est que la personne va y assister, va éventuellement passer un bon moment, mais qu'ensuite il va se retrouver à répétition dans des situations d'échec, parce qu'il ne pourra plus évoquer normalement, comme avant, ce qui s'est passé dans cette fameuse fête des voisins, ce qui est bien connu comme étant un des facteurs handicapants et affectant la qualité de vie. On peut imaginer que les aidants et les personnes qui accompagnent les patients en consultation mettent en place des systèmes où, par exemple, on va familiariser le patient avant la fête des voisins avec un format de type album photo, des personnes qui seront au moins en partie celles qu'on connaît présentes à cette fête des voisins, et vérifier si ça, c'est susceptible d'alléger le handicap de mémoire a posteriori. Donc là, tout ça, ce sont des hypothèses, on l'a bien compris. Vous allez mettre en place donc un nouveau protocole de recherche, très rapidement, parce que le temps passe vite. Combien de temps il vous faut pour valider ces hypothèses ? Alors, un an et demi à 2 ans. Dans 1 an et demi à 2 ans, on aura des réponses. On a des réponses sur est-ce qu'on a un nouvel outil plus proche des plaintes des personnes qui permet tôt et de façon non invasive, c'est-à-dire sans examen invasif, intrusif pour les patients, d'aider à faire la différence entre quelqu'un dont la plainte, en fait, correspond à un stade très précoce de maladie d'Alzheimer et dont on sait que les choses risquent d'évoluer. Donc, première réponse d'ici 1 an et demi à 2 ans. Et même chose, d'ici 1 an et demi à 2 ans, on saura si ce genre de moyens, donc familiarisation à répétition par exemple, avant des situations particulières où c'est important que la personne essaye de se rappeler, si ça aussi ça peut fonctionner, booster la mémoire, limiter le handicap. On espère que ça va aboutir. Félicitations encore. Merci beaucoup Pierre-Yves Jeunin. Bonne route pour toutes ces recherches passionnantes. Merci. On va maintenant passer aux questions qui nous ont été posées via Facebook. La première question, elle est pour vous, Stéphane Genick. Le risque d'isolement des personnes âgées s'est accéléré avec la crise du Covid. L'absence d'interaction sociale participe à la perte de la mémoire. Quelles actions pourraient envisager ou mettre en place Harmonie Mutuelle, je ne sais pas, pour maintenir justement le lien avec les seniors ? Il y en a plusieurs. Tout d'abord à travers le réseau de proximité que l'on peut avoir et qui s'appuie sur nos délégués, qui s'appuie sur le travail avec les associations partenaires, qui s'appuie sur nos établissements. Et on estime que c'est bien dans un territoire où justement le travail d'interaction doit être mené, et il passe par différentes actions, que ce soit des activités, que ce soit également tout simplement le fait d'être en échange, et donc de créer des lieux qui soient des lieux d'échange. Et donc on soutient énormément ces démarches de proximité parce qu'on y croit énormément, et c'est l'occasion pour l'ensemble des acteurs qui sont sur le territoire de travailler ensemble. Vous savez, le sujet de la coordination, c'est toujours le sujet le plus compliqué. Je veux simplement dire que pendant le confinement, on a fait quelque chose qui pour moi va au-delà de la question de la prise en charge des patients qui sont atteints d'Alzheimer. Mais on a mené une chaîne de solidarité avec Harmonie Mutuelle et puis l'ensemble des mutuelles du groupe Vive. C'est 500 000 personnes qu'on a contactées pendant le confinement. Et en fait, ça a été l'occasion de repérer des fragilités. Soit pour des personnes qui étaient seules, isolées, et donc de leur proposer ensuite un certain nombre de services, et notamment à travers notre réseau d'assistance, qui ont pu, dans l'urgence, être en soutien. Et puis, on a pu constater qu'il y avait, pour les personnes qui étaient en situation d'aidance, une souffrance pendant cette période qui a été énorme. Et je veux dire parce que Harmonie, avec l'ensemble des mutuelles du groupe Vive, va
très fortement investir ce chantier-là dans les années qui viennent. En fait, renouer, retisser le sujet du lien social et tout simplement de l'humanité, de l'humanisme qu'on peut faire vivre sans attendre qu'il y ait un coup de pépin, quoi. Justement, une autre question qui est en rapport avec ce que vous venez de me dire. La maladie d'Alzheimer peut être un calvaire pour les familles. Quelle est votre vision d'une politique de soutien aux aidants? Je vous pose la question à vous, mais si vous voulez répondre les uns et les autres, allez-y, Stéphane Junique. J'ai envie de dire, il y a plusieurs des choses qu'on connaît bien, mais qui dans notre pays ont eu du mal à aller jusqu'au bout pour investir et aller et développer les différentes solutions qui peuvent exister. Moi, j'en identifie 3 qui me semblent importantes. D'abord, pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie, il est important d'avoir des lieux comme ce qui est fait ici à l'hôpital Sainte-Marie, d'avoir des lieux qui soient des lieux d'accueil, de prise en charge temporaire et qui permettent aux personnes d'être dans une prise en charge qui soit spécialisée. Je suis désolé, hein, mais quand on met des personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer dans des établissements qui ne sont pas spécialisés, avec des équipes de soignantes, avec des équipes médicales qui ne savent pas comment prendre en charge ces personnes-là, on a une inégalité de la prise en charge qui se fait. Développer ces structures. Le deuxième élément, c'est de faire en sorte pour les personnes qui sont en situation d'aidance d'avoir des lieux de répit. Parce que il serait paradoxal, alors qu'aujourd'hui notre pays s'appuie sur 11 millions de personnes qui sont en situation d'aidance, qui, je le dis, prennent sur leur temps et sur leur énergie. Ouais. C'est autant d'argent, pardon de dire les choses trivialement, autant de pognon qui n'est pas dépensé aujourd'hui par de l'argent public, par notre système de santé, de protection sociale, parce que ça repose sur le temps humain de ces personnes, de ces familles, de ces sœurs, de ces voisins. Il y a une diversité d'acteurs qui sont en situation d'aidance. Il faut davantage accompagner ces personnes-là par des lieux de répit, mais je pense également par des droits. Le législateur, d'ailleurs, le fait depuis un certain nombre d'années pour faire en sorte que ce temps passé soit davantage reconnu par notre société. C'est vrai que c'est un sujet crucial. Florence Bonté, il y a une autre question, et on parle là des aidants, hein, quelle est la meilleure attitude à avoir vis-à-vis d'un proche qui perd la mémoire à un stade précoce? La question étant, est-ce que c'est plus facile quand on est aidant d'avoir un diagnostic le plus précoce possible? Parce qu'il y aura une meilleure prise en charge et donc ce sera aussi plus facile à la fois pour le patient, mais à la fois pour les aidants. Alors la première chose, je crois qu'il faut absolument inciter les gens à se faire diagnostiquer le plus tôt possible. Parce que ça, c'est encore aujourd'hui, il arrive que les personnes arrivent au diagnostic très tardivement. Et il y a même un certain nombre de patients qui ne seront jamais diagnostiqués. Et comme le disait Joannin, déjà quand on se fait diagnostiquer, c'est souvent beaucoup trop tard. Voilà, donc à peu près 50% des patients ne sont pas diagnostiqués. Donc ils n'entrent pas dans une filière de soins, ils n'ont pas accès à tout ce qu'on vient de décrire, que ce soit des lieux de répit, des structures hospitalières qui permettent de valoriser et de limiter le déclin cognitif et la perte d'autonomie, et en tout cas d'en limiter l'impact. Et donc, le fait de ne pas rentrer dans ce dispositif est quand même très préjudiciable pour les patients. C'est vrai que c'est le rôle des familles, des proches, de dire attention, le problème t'as une aujourd'hui, attitude étrange, viens, on va voir un médecin. Alors, si je schématise. Voilà, alors je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être qui peuvent donner l'alerte, c'est-à-dire que évidemment les proches, puisqu'ils vont être au premier rang de ceux qui vont constater les modifications et de comportement et également d'autonomie, mais aussi, je dirais, toutes les personnes qui sont en contact avec cette personne, pour laquelle on constate quand même des modifications. Alors, les médecins généralistes qui côtoient les patients, alors pour ceux qui ont des suivis médicaux évidemment réguliers, les pharmaciens, les commerçants du quartier, enfin, il y a un certain nombre
on va les appeler les proches, puisque fait tous ceux qui côtoient cette personne vont être à même de dire, tiens, ce patient, il est venu 3 fois à la boucherie chercher son beefsteak, c'est pas normal. Il ne faut pas que ce soit tabou. Voilà, il ne faut pas que ce soit tabou, il ne faut pas que les personnes aient honte d'en parler. Malheureusement, je crois que c'est encore le cas. L'image du patient Alzheimer aujourd'hui est beaucoup trop dégradée dans la communauté, dans la société en général, ce qui n'incite pas les patients et les familles à se diriger vers un lieu de diagnostic. Et malheureusement, plus vous faites le diagnostic tardivement, plus vous arrivez avec des personnes qui ont une perte d'autonomie sévère, voire très, très sévère, et on ne revient pas en arrière. Donc on va faire ce qu'on peut avec les capacités préservées des personnes. On va pouvoir agir sur le comportement, sur l'anxiété, sur un certain nombre de facteurs qui sont associés au déclin cognitif, mais on ne pourra pas récupérer un certain nombre de capacités qui auront déjà été très affectées par le processus. Donc le message, faire le diagnostic le plus tôt possible. Ça me permet de poser une autre question qui nous a été posée par Facebook et qui s'adresse à vous, Pierre Genin. Peut-on envisager un jour un auto-diagnostic de sa mémoire pour savoir s'il y a lieu de consulter un spécialiste ? Alors j'avoue que j'ai oublié dans le train ma boule de cristal avant de venir sur le plateau. Donc est-ce qu'on peut l'envisager un jour ? Je ne sais pas. Pour répondre de façon plus pragmatique à la question, en tout cas pas dans un avenir proche. Dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, le diagnostic de maladie d'Alzheimer aujourd'hui repose sur des examens qui sont faits par différents corps de métier dans le secteur sanitaire, le radiologue, le biologiste, le neurologue ou le gériatre, le psychologue, etc. Et c'est déjà complexe comme ça. Donc imaginez par exemple une tablette avec une série de questions et à l'issue de ça on vous dit si vous avez une maladie d'Alzheimer, oui ou non. Non, ça c'est malheureusement non, sur l'importance de l'autodiagnostic, comment un patient peut s'auto-diagnostiquer? Comment moi je peux me dire tiens, c'est le moment que j'aille consulter alors si mon entourage n'ose pas me le dire. Ouais, si effectivement c'est ça qu'il y a aussi derrière la question, moi la réponse que je fais elle est toujours assez simple au fond, puisque c'est singulier, c'est au cas par cas. Je crois qu'il faut consulter dès lors que l'on ressent des changements et que ces changements nous empêchent ou nous entravent dans des activités qui sont plaisantes, importantes pour nous, qui ont de la valeur pour nous, auxquelles on est attaché. C'est-à-dire que... Oui, mais moi, je peux être hypocondriaque ou je peux être un peu laxiste sur ce genre de choses-là. Oui. Donc, à partir de quel moment il faut qu'il y ait un petit signal d'alarme? Le signal d'alarme, je vous dis, c'est par exemple, pour prendre l'exemple des problèmes de mémoire, si ces problèmes de mémoire, vous avez le sentiment, vous, votre entourage ou vous tout seul, que c'est quelque chose qui est en train insidieusement de changer vos habitudes. Par exemple, vous êtes moins enclin à participer à telle ou telle activité habituelle, je ne sais pas, aller au marché, voir de la famille pour les fêtes de famille, ça vous ennuie plus, et puis que en fait, vous apercevez que c'est peut-être parce que des fois, vous êtes un peu embêté parce que vous ne retrouvez pas le nom d'un tel ou d'un tel. Donc ça, c'est des situations où il y a des changements que vous ressentez et qui semblent avoir un impact, même si vous n'êtes pas sûr, mais ça semble avoir un impact sur des choses qui sont importantes pour qui vous êtes. Là, il faut consulter. Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous allez consulter votre médecin généraliste. Je crois qu'il reste encore, pourtant ça fait longtemps, hein, mais il reste encore chez un certain nombre de médecins, et notamment généralistes, une idée un peu de l'aquabon. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit sur ce plateau, il n'y a pas de traitement. C'est pas vrai, il n'y a pas de médicaments, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traitement. Et donc, il n'y a surtout pas d'aquabon. Et donc, si votre médecin traitant ne vous donne pas l'impression de prendre au sérieux cette plainte, eh bien, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller en voir un autre pour demander, si c'est nécessaire, un avis spécialisé. Là non plus, il n'y a pas de tabou, il faut aller consulter le plus tôt possible. Dernière question, parce que le temps passe très vite, elle est pour vous, Dominique Le Tourneau. La Fondation pour l'avenir apporte son soutien principalement à des projets de recherche médicaux. Quelle est votre position par rapport aux projets qui s'intéressent à l'accompagnement et aux soins? Il n'y a pas de tabou là non plus par rapport à ça. C'est vrai qu'on est dans un modèle où la recherche est très hiérarchisée dans la représentation. La Fondation de l'avenir, j'ai dit le A, tout à l'heure j'ai expliqué le A. Et j'étais extrêmement attentif à dire que le A concerne tous. Et ce qu'on appelle le médical, c'est pas uniquement les docteurs, c'est une équipe.
C'est une équipe. Et derrière médical, c'est le soin au sens large du terme. Pour reprendre une formule qui a été largement utilisée, le biopsychosocial, le soin comprend l'accompagnement. Donc effectivement, dans notre démarche, d'autant plus c'est un vrai effort pour nous, parce que le point de départ de la Fondation il y a 33 ans, c'est la chirurgie. Vous voyez où on en est? Mais on en est loin. On en est très loin. Mais en même temps, la démarche que nous portons est toujours identique. Faire avec les acteurs, au bénéfice des patients, et c'est finalement l'ADN de notre origine mutualiste. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé aujourd'hui à cette discussion qui touche maintenant à sa fin. J'espère qu'on aura un petit peu dédramatisé la maladie d'Alzheimer et puis fait passer 2-3 messages importants. Si vous avez manqué quoi que ce soit de cette discussion ou si vous voulez revoir l'échange que l'on a eu cet après-midi, eh bien le replay de cette discussion est disponible sur la page Facebook d'Harmonie Mutuelle. Encore félicitations, Pierre-Yves Jeunin. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.